Cette première table ronde est consacrée au retour d'expérience des premières visites pilotes dans les établissements de santé en Nouvelle-Aquitaine. Elle est animée par Anne Chevrier, donc vous êtes de la HAS et je le rappelle, chef de service certification des établissements de santé. Madame Chevrier, c'est à vous pour cette table ronde. Oui, merci beaucoup. Je vais démarrer ma présentation sur un petit rappel sur les fondamentaux de la certification et puis après, j'aurai le plaisir effectivement et je vous les présenterai d'accueillir deux représentants d'établissements qui ont eu des visites pilotes et puis effectivement un expert visiteur. Je veux bien ma présentation si c'est possible. Merci. Alors, en ce qui concerne un petit rappel sur la certification, pour rappeler des définitions et que tout le monde autour de la table et surtout avec vous, les participants, nous puissions partager ces fondamentaux. La certification, avant tout, c'est de porter une appréciation. Et ça n'est en aucun cas une inspection, hein, c'est une appréciation qui a été confiée à la HAS, organisme indépendant, sur la qualité des soins et dans les établissements de santé. C'est un dispositif qui a démarré en 1996, donc plus de 20 ans maintenant, qui s'adresse en France à tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, et qui a lieu tous les 4 ans. Et les évaluations sont faites par des pairs qui sont mandatés par l'HAS et on y attache une importance toute particulière parce qu'il est important que ce soit des experts qui puissent s'adapter et qui puissent connaître bien l'organisation et qui connaissent bien les préoccupations à la fois des professionnels et des patients. Non mais penche l'écran. C'est une diffusion en ce qui concerne ces résultats qui sont publics pour que chacun, à la fois les professionnels mais également les usagers, bien évidemment, puissent s'en emparer et puissent consulter les rapports des visites de certification. Donc, ils sont diffusés sur le site de l'HAS. Et puis, je voulais aussi préciser qu'en tant qu'organisme certificateur, nous sommes nous-mêmes accrédités par un dispositif international qui s'appelle l'ISQUA. Alors, en ce qui concerne la finalité, hein, apporter une réponse pertinente et équilibrée aux attentes tout d'abord des usagers, qu'ils connaissent le niveau de qualité et de sécurité des soins des établissements de santé dans lesquels ils souhaitent être pris en charge ou vers lesquels ils vont être orientés, des professionnels de santé, puisque ce que l'on souhaite, c'est que ce soit un outil de management interne d'amélioration des pratiques, et puis des autorités de tutelle, et ça a été rappelé également, c'était aussi un rôle dans la régulation par la qualité, avec certes les autorités de tutelle qui affectent des financements d'appui sur le développement de la qualité, mais aussi qui leur permettent de s'en saisir en ce qui concerne l'attribution et le renouvellement des autorisations d'activité. En ce qui concerne les orientations de cette nouvelle certification, tout d'abord, l'objectif était de recentrer sur les soins. Et ça, c'est important, passer d'une culture de moyens, où on faisait essentiellement l'analyse des processus et des procédures, à la culture du résultat. Développer également la pertinence pour le patient, et puisque là, l'HAS porte fort l'engagement du patient, et ça, c'est essentiel dans le cadre de la qualité de sa prise en charge. Également, avoir des experts visiteurs médecins plus nombreux, et en cela, nous avons renouvelé la communauté des experts de façon très très importante, avec un nombre de médecins qui dépasse largement les 50% des experts visiteurs. Également des méthodes d'évaluation en lien direct avec le cœur de métier des soignants et donc de l'établissement qui puissent se les approprier.
La deuxième orientation, c'était de simplifier, puisque nous avons entendu effectivement au travers des échos, des professionnels, des usagers, sur le déroulé des précédentes visites. Donc l'objectif était véritablement de simplifier le dispositif de la certification et d'avoir des outils et une sémantique beaucoup plus claire. S'adapter aussi, des critères adaptés aux spécificités de chaque établissement, j'y reviendrai, mais aussi valoriser la capacité d'adaptation des équipes. En ce qui concerne les acteurs avec lesquels nous avons construit ce dispositif, puisque c'est quelque chose qui a eu lieu il y a maintenant de nombreux mois, nous avons regroupé, nous avons construit ce dispositif à la fois avec des professionnels de santé, avec également les fédérations, avec des experts visiteurs, avec les institutions, avec les représentants des usagers, avec des qualiticiens, avec les usagers, avec les directeurs d'établissement. Donc ça a été un dispositif co-construit avec bon nombre de participants, puisque nous avions à l'origine convié à cette réflexion plus de 250 personnes, et nous avons au fur et à mesure de la construction du référentiel travaillé en co-construction avec des échanges nombreux sur les propositions et les ajustements exprimés par l'ensemble de ces acteurs. En ce qui concerne les 4 enjeux qui sont fortement portés dans ce nouveau référentiel, tout d'abord, et j'en ai parlé tout à l'heure, l'engagement du patient. C'est essentiel que effectivement le patient puisse être écouté, que le patient puisse participer à son projet de soins et qu'il soit véritablement un acteur. Deuxième enjeu, la culture de l'évaluation de la pertinence et du résultat. En cela, l'objectif est nullement de juger de la pertinence proprement dite et du résultat, mais bien de la culture, c'est-à-dire que les professionnels s'interrogent et soient en capacité de mesurer régulièrement leurs résultats, s'interrogent sur la pertinence de leurs décisions et de leurs prescriptions. Troisième enjeu, le travail en équipe. C'est un élément essentiel en ce qui concerne la qualité. On sait que des équipes qui ne seraient pas coordonnées entre elles et au sein d'elles-mêmes pour les professionnels, on voit au travers des événements indésirables qu'il y a des ruptures ou des événements indésirables qui sont très très souvent liés à des problématiques de coordination, de problématiques de non-travail multiprofessionnel et pluriprofessionnel. Dernier enjeu, l'adaptation aux évolutions du système de santé. Alors, on a vu ces derniers temps, effectivement, de gros efforts des établissements nécessaires dans le cadre du Covid sur l'adaptation à cette pandémie qui a vraiment énormément bouleversé, bien évidemment, toute l'organisation, tous les patients et tous les impacts. Mais c'est aussi des adaptations, donc ce point, nous l'avons vécu ces derniers mois et on va bien presque dire ces dernières années de façon terrible, mais il y a aussi des adaptations par rapport aux adaptations d'évolution technologique, entre autres, avec des développements, par exemple, sur la télésanté et les évolutions techniques des dispositifs qui permettent d'aller plus loin et d'avoir des évolutions en ce qui concerne la prise en charge du patient. Alors, en ce qui concerne le référentiel, je pense que tout le monde le sait, mais je me permets de le rappeler, nous l'avons structuré en 3 chapitres. L'objectif étant que dans chacun de ces axes, chacun s'y retrouve en ce qui concerne les exigences liées à ces 3 axes. Tout d'abord, bien évidemment, en premier lieu, le patient. Et je reviendrai sur les objectifs qui sont liés à ce chapitre-là. Les équipes de soins et l'établissement de santé, donc différentes strates qui permettent une appropriation en fonction des objectifs qui vont être déclinés. Donc en ce qui concerne ce premier chapitre, les 4 objectifs principaux qui sont portés dans ce chapitre,
sont les suivants. C'est que le patient soit informé, que son implication soit recherchée, que le patient soit respecté, que les proches et ou les aidants soient associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient et que les conditions de vie et de lien social du patient soient prises en compte dans le cadre de sa prise en charge. En fait, c'est un chapitre qui est consacré aux résultats de la promotion et du recueil et l'exploitation du recueil de l'expression du patient. L'objectif est également de soutenir cette mobilisation et d'identifier et de promouvoir les initiatives pour rendre le patient acteur de sa prise en charge. C'est aussi une personnalisation du service rendu, que le patient soit pour les patients vulnérables, en situation de handicap, âgés, mineurs, et nous avons développé des critères spécifiques pour ces populations particulières. En ce qui concerne le chapitre 2, donc, qui s'adresse et qui est axé sur les équipes de soins, les 4 objectifs qui sont portés dans ce chapitre sont la pertinence des parcours, des actes et des prescriptions afin on s'attachera à vérifier qu'elles sont argumentées et partagées avec le patient. On s'attachera aussi à évaluer que les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge, que les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique et que les équipes évaluent leurs pratiques, notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle. Le développement de la culture et de la pertinence du résultat, donc j'insiste sur le fait que l'objet n'est pas d'évaluer. Nos experts ne vont pas aller évaluer, ne vont pas se positionner sur la pertinence ou sur ces résultats, mais bien sur l'appropriation de cette culture par les équipes. Évaluer la maturité des équipes à mesurer, à analyser, à améliorer la pertinence de ces actes et de ces résultats, c'est là notre objectif. Le développement du travail en équipe, je le disais tout à l'heure, c'est moteur, c'est-à-dire que les équipes, cette bonne coordination protège le patient, mais aussi les membres de l'équipe elle-même. On sait que des professionnels isolés sont en souffrance et c'est un risque pour la prise en charge. Et que l'équipe est véritablement la clé de voûte de la sécurité. Le dernier chapitre donc couvre les derniers objectifs de ces 15 objectifs, ce que l'on, en termes d'axes et de caps forts qui sont identifiés dans ce chapitre, c'est que l'établissement définisse ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire, que l'établissement favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement, que la gouvernance fasse preuve de leadership, que l'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences et que les professionnels qui sont impliqués dans une démarche qualité soient épaulés par la gouvernance. Que l'établissement aussi dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté. Enfin, que l'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins naturellement. Ce 3e chapitre, c'est un petit peu la clé de voûte de la qualité et de la sécurité des soins par un management global et fédérateur de la qualité. Et on voit au travers de tous ces critères qu'ils font écho à des notions qui sont déjà abordées dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Mais c'est cet écho entre la gouvernance et l'organisation globale de l'établissement avec les équipes de soins et la prise en charge du patient qui est importante. En ce qui concerne les audits, bon, je ne développerai pas le principe de ces méthodes parce qu'encore une fois, ce qui nous importe, oui, ce sont des méthodes d'évaluation que nous avons voulu transparentes pour que les établissements eux-mêmes qui veulent faire leur auto-évaluation puissent s'en emparer et que l'on soit très transparent sur les méthodes qui sont utilisées et qui seront utilisées par les experts visiteurs, qu'il n'y ait pas de surprise, qu'il soit possible pour les établissements de faire leur propre évaluation dans exactement les mêmes conditions qu'une évaluation externe lors de la visite des experts visiteurs. C'est aussi une appropriation importante. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'avant tout, avant de s'enferrer dans ces méthodes, c'est bien
naturellement que les professionnels connaissent et que ce référentiel soit un repère sur les exigences attendues, qu'ils les connaissent. Après, il y a la méthode de l'évaluation, mais avant tout qu'ils les connaissent pour qu'ils puissent, à partir de ce repère, puissent connaître tous les attendus en termes de qualité. Donc, une appropriation importante que l'on attend et que l'on a essayé de développer avec la structuration que je viens de vous présenter et avec un vocabulaire que nous avons voulu adapter. Alors, lorsqu'une visite a lieu, quels sont les acteurs que nous rencontrons? Alors, dans le cadre de l'évaluation du patient traceur, c'est une rencontre avec le patient et avec l'équipe de soins qui le prend en charge au moment où effectivement on rencontre ce patient. Ce patient est dans une unité et on va rencontrer le médecin, l'interne, l'infirmière, l'aide-soignant de cette unité pour échanger sur toutes les questions qui relèvent du patient traceur et qui sont vraiment centrées sur le patient. Et nous n'allons pas rencontrer toutes les équipes. Toutes les équipes, elles vont être rencontrées, toutes les équipes qui contribuent à ce parcours, qu'elles soient cliniques, administratives, équipes de support, elles vont être rencontrées à l'occasion de l'évaluation du parcours traceur. Alors nous avons, parce que quelque part dans la littérature, le patient traceur, c'est la rencontre avec le patient et la rencontre avec l'ensemble des acteurs. Nous avons fait des évaluations, nous avons fait des expérimentations et nous avons mesuré la difficulté logistique si nous avions, comme dans la littérature, fait ce patient traceur avec l'ensemble des équipes. C'était très compliqué. Nous avons voulu démultiplier, en plus puisque nous savons que cette méthode d'évaluation a fait ses preuves, démultiplier cette méthode de patient traceur et démultiplier les patients traceurs et mobiliser l'ensemble des professionnels devenait quelque chose d'extrêmement complexe. Donc quelque part, nous avons subdivisé le patient traceur tel qu'on peut le voir dans les livres en deux séquences, le patient traceur et le parcours traceur. Troisième méthode, le traceur ciblé, c'est une évaluation de terrain de la mise en œuvre du processus ciblé. Antérieurement, nous avions cet abord de processus et puis après on allait sur le terrain. Là, on a un petit peu renversé les choses. On va sur le terrain, on suit physiquement à partir d'un traceur particulier, que ce soit une prescription médicamenteuse, mais aussi la gestion des infections associées aux soins ou encore dans les urgences, la prise en charge au niveau des urgences et des soins non programmés ou de la gestion des produits sanguins labiles ou des dons d'organes ou des transports interhospitaliers ou encore ou en dernier la gestion des événements indésirables, nous allons prendre un élément et nous allons le suivre sur le terrain pour savoir comment il a été, prenons l'exemple d'une prescription, nous allons suivre d'une prescription tout au long de son chemin jusqu'à l'administration. Et en fonction de ça, effectivement, on regardera si ça correspond aux attendus. Éventuellement, on remontera sur la procédure qui est mise en place. Mais c'est une approche beaucoup plus centrée sur le terrain et on remonte éventuellement à la procédure si besoin. L'audit système, c'est une évaluation de la politique jusqu'au terrain et là, on rencontrera les représentants des usagers, les professionnels et la gouvernance. Et là, il y a différentes séquences où on analysera avec ces acteurs la coordination territoriale et l'engagement du patient, la dynamique d'amélioration et la maîtrise des risques et le leadership et la qualité de vie au travail, ainsi que ce travail en équipe. En ce qui concerne le cycle de certification, donc une simplification, nous avons levé les obligations d'envoi régulier avant la visite des évaluations internes avec le fameux compte qualité. Nous avons estimé que 20 ans de certification, avec toute la structuration qui a été faite, toute l'organisation qui a été faite, il y avait une maturité suffisante pour que les établissements s'emparent
de ce processus et construisent eux-mêmes leur évaluation et le développement de leur certification. Donc, nous insistons sur le fait que, bien évidemment, c'est un processus avec une recherche d'amélioration qui soit continue et on engage effectivement tous les établissements et je crois qu'il y aura quelques témoignages en ce sens pour que régulièrement l'établissement, avec sa maturité, puisse faire cette évaluation lui-même. Et puis, on rend une évaluation puisque tous les 4 ans, nous envoyons une équipe d'experts visiteurs qui va faire cette évaluation externe et va rendre ses résultats et l'établissement va pouvoir s'en emparer. Sur ces résultats, en fin de visite, les établissements ont la possibilité de rendre leurs observations et sur la base de ces observations et sur ces résultats, que la commission, l'HAS et au travers de la commission de certification rendra ses décisions et les rendra publiques. Je profite de ce passage et j'ai bientôt fini sur ces préliminaires pour vous présenter un petit peu à quoi va ressembler la visualisation des résultats. Nous avons voulu quelque chose de plus simple, donc nous avons opté pour une représentation graphique. Bien sûr, il y aura une synthèse au niveau de chacun des chapitres qui sera rendu, mais les résultats sont visualisés de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus synthétique, ce qui permet à tout un chacun, que ce soit les professionnels ou les représentants des usagers, lorsque nous rendons ces résultats, d'avoir une lisibilité beaucoup plus claire sur leurs résultats. Donc c'est plus simple, c'est plus lisible. Vous voyez aussi également que certes, nous engageons et nous identifions bien sûr des marges d'amélioration, mais nous tenons aussi dans ce nouveau dispositif à mentionner des points particuliers et positifs et valoriser certaines actions, les actions qui ont été constatées lors de cette visite. Une petite précision aussi, parce que peut-être que nous n'avons pas été suffisamment clairs et on le reprend dans les ajustements qui ont été faits et je profite de cette intervention pour clarifier un petit peu cette notion d'éligibilité et qui ne préjuge pas forcément d'une décision. À la fin de la visite, effectivement, ce sont des résultats qui sont transmis à l'établissement et qui permettent d'identifier l'éligibilité de l'établissement à la certification. C'est-à-dire que si le résultat est supérieur à 50% pour les critères standards et impératifs, effectivement, on peut dire qu'il sera éligible à la certification. S'il ne l'était pas, l'établissement sait qu'il ne sera pas éligible à la certification. Et puis, il y a aussi une éligibilité à la mention. Le principe, c'est que si tous les critères standards et impératifs sont supérieurs à 50%, pour l'objectif étant d'avoir un résultat homogène et supérieur à 50% pour chacun des critères, ou que 3/4 de ces critères aient atteint ce niveau de 50% et que parmi les critères avancés, il y en ait 2 qui soient supérieurs à 50%, ils pourront être éligibles à la mention. Mais cela ne prévaut pas de la décision, puisque dans le processus de décision, premièrement, l'HAS va s'emparer de ces résultats, mais va également analyser la synthèse qui va être rendue par chacun des chapitres, analyser aussi les risques pour les patients ou les professionnels au regard des améliorations, puisque sur les critères impératifs, nous attendons que dans tous les secteurs évalués, il y ait une réponse positive à ces attendus. Et donc, c'est au travers de tous ces éléments et également des observations de l'établissement que la commission se prononcera sur la décision qu'elle portera avec nous avons voulu que les établissements puissent clairement identifier leur niveau avec des macarons sur les 4 niveaux de certification. Alors, quels sont les enseignements que nous avons eus par rapport à ces 33 premières visites de pilotes
au niveau national. En région Nouvelle-Aquitaine, parmi ces 33 visites, il y avait donc 2 établissements pilotes, je leur passerai la parole tout à l'heure, le CHU de Poitiers et le Centre de réadaptation psychosociale de Montalier à Saint-Cel. Et puis, depuis, puisque nous avons démarré en septembre, il y a également 3 établissements qui ont eu leur visite, la clinique Sainte-Anne, le centre hospitalier d'Angoulême, la résidence Fontaine de Monjou à Gradignan. Nous avons mobilisé déjà pour ces visites 30 experts visiteurs, dont 7 médecins patients traceurs, puisque, dont je vous le disais tout à l'heure, nous avons développé notre équipe d'experts visiteurs avec beaucoup plus de médecins, et notamment pour développer la méthode du patient traceur, donc en renfort des médecins patients traceurs qui vont intervenir 1 ou 2 journées durant la visite. Donc au global, nous avons un retour d'expérience d'ores et déjà sur ces 5 visites de 222 méthodes réalisées, avec la répartition qui apparaît en fonction du type de méthode utilisée. Alors au global, quels sont les retours au niveau global que nous avons eus, mais les témoignages des établissements et de l'expert visiteur compléteront. Au global, au niveau national, nous avons réalisé une petite enquête à la fin de chacune des visites pilotes, et voilà le retour. On a eu un retour important, comme quoi ce nouveau dispositif était bien apprécié, à la fois sur la visite, mais également sur les supports d'information qui ont été déployés lors de la diffusion du référentiel, avec nous avons essayé de faire nous avons fait des efforts et nous l'avons co-construit avec bon nombre d'entre vous sur des supports qui permettent et qui facilitent l'appropriation du dispositif auprès des professionnels, auprès des usagers, avec des affiches, avec des vidéos, avec des fiches pédagogiques. Donc cela a été apprécié sur la simplification de la préparation de la visite et sur la méthode de préparation, avec une concertation en amont entre l'établissement, le coordonnateur de la visite et puis l'équipe de certification qui a préparé cette visite avec l'identification des méthodes à réaliser. Et puis également, nous avons développé un nouveau système d'information qui s'appelle maintenant Calista et qui a aussi été jugé comme plus ergonomique que l'ancien système. Je reviens juste un petit rappel sur les supports d'information. J'évoquais tout à l'heure la première priorité avant de s'emparer véritablement des méthodes, mais sur le fond du référentiel avec effectivement les exigences. Sur le site internet, vous avez un outil qui vous permet de faciliter votre appropriation avec certaines sélections. C'est-à-dire que si vous souhaitez visualiser les critères spécifiques, par exemple, attachés à une population âgée par exemple, vous avez la possibilité de sélectionner tous les critères qui sont liés à cette population. Si vous, par rapport à une activité, par exemple en obstétrique, si un cadre ou un médecin en obstétrique souhaite connaître les attendus, vous avez cette possibilité de sélectionner cette activité et avoir la liste de tous les attendus. Et ça, c'est essentiel avant de démarrer, de savoir de quoi on parle, quels sont véritablement les attendus. Et puis après, il y a effectivement ces méthodes d'évaluation. Donc, des supports qui ont été développés. Alors, en ce qui concerne, je vais maintenant passer la parole aux personnes qui ont accepté très gentiment de nous faire part et de vous faire part de leur expérience. Je vais donc présenter Céline Biche, qui est directrice qualité de la pertinence et des patients au centre hospitalier de Poitiers, dont la visite pilote a été réalisée début juillet. Madame Cagnelli, qui est directrice de l'association Montalier et qui vous fera part également de son expérience, et puis le docteur Roumégou,
qui est un expert visiteur, coordinatrice de visite et médecin à l'hôpital d'instruction des armées Robert Piquet, et qui a participé également à une visite. Donc, je vais laisser donc la parole à Céline qui va démarrer. Merci Céline. Bonjour à tout le monde. Merci, merci Anne. Pour le CHU de Poitiers, donc si la démarche qualité est bien sûr une démarche continue, on peut se rendre compte que ça s'exprime avec différentes vitesses. Je dirais différentes vitesses. Alors, on est soit en vitesse de croisière. Lorsque la HAS nous a appelé en décembre pour nous demander d'être établissement pilote, donc la directrice générale de l'établissement n'a pas hésité, et donc de la vitesse de croisière en mode Covid, nous sommes passés sur des hors-board, sur des vedettes. Et donc, nous avons en 6 mois préparé donc cette nouvelle démarche de certification. Donc, en termes pour nous de préparation, pour vous situer un petit peu le contexte dans lequel on était, le CHU de Poitiers fusionnait au 1er janvier de cette année avec l'établissement, les 2 autres établissements en fait du département. Donc, en MCO, il n'y avait plus qu'un établissement. Donc, une fusion d'établissements. Bien sûr, nous étions encore dans la vague 3 du Covid, et donc nous avions des professionnels qui étaient effectivement certainement un petit peu déjà fatigués de cette gestion de crise qui s'éternisait. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en préparant cette visite de certification pilote, ça a permis effectivement de redonner un nouveau souffle aux professionnels qui, de nouveau, pouvaient effectivement s'investir dans une démarche positive et constructive pour les mois et les années à venir. Donc, on est un établissement multisite. On avait un enjeu effectivement de préparer cette visite sur donc tout un département. Nous avons donc 5 sites distants chacun. Certains établissements distants donc de 45 minutes. Et donc, nous nous sommes appuyés sur une organisation que nous avions initialement mis en place avec des cellules qualité qui, pour certaines, sont monocytes, mais pour d'autres, ce qui a été effectivement facilitateur étaient déjà des cellules qualité dites mixtes. Je prends par exemple le cas des urgences. Nous avons une cellule qualité des urgences qui fonctionne, qui travaille effectivement déjà sur l'ensemble des sites. Donc, ce qui nous a permis peut-être quand même de passer à la vitesse supérieure et d'accélérer l'harmonisation des pratiques. Donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel nous nous sommes construits, préparés pour cette visite. Nous avons donc pris connaissance du référentiel et du nouveau référentiel qui, s'il est, me semble-t-il, plus simple et plus accessible avec cette notion de chapitre, il nous est apparu rapidement, effectivement, qu'il fallait davantage associer les usagers dans la démarche. Alors, à double titre, effectivement, au niveau de la préparation en tant que telle, ce qui nous a amené à les associer d'entrée de jeu dans le comité de pilotage de certification que nous avons mis en place, donc porté par la gouvernance, direction générale, président de CME et représentants d'usagers, mais également des associés au niveau de la réalisation des investigations, puisque nous avons fait le choix de faire une sorte de visite à blanc. Donc 2 mois avant la visite de certification, nous avons fait quasiment tous les patients traceurs, tous les parcours, tous les traceurs ciblés qui allaient être faits lors de la visite. Et donc, nous avons eu des représentants d'usagers très impliqués, et je les remercie, ils ne pouvaient pas être avec moi ce matin, mais qui donc ont accompagné les professionnels pour aller faire des patients traceurs, pour aller faire des parcours, et ce qui leur a permis effectivement de comprendre bien sûr la démarche, puisque c'est aussi parfois une des difficultés, c'est voilà, ce sont les représentants d'usagers sont bénévoles, et c'est toujours effectivement pour eux aussi difficile. Nous, c'est notre
presque notre quotidien, ce qui n'est pas le cas pour eux. Et donc, d'essayer effectivement de les associer, d'utiliser un vocabulaire qui soit effectivement plus accessible aux usagers. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que lorsque les usagers parlaient aux professionnels, parfois les difficultés de vocabulaire étaient les mêmes. Et donc, ce qui nous obligeait, nous, direction qualité, cellule qualité, à effectivement peut-être transposer parfois des sigles qu'on utilise à tort et à travers pour être plus compréhensible. Donc, une association des représentants d'usagers au sein d'un COPIL qui se réunissait tous les mois parce qu'on était aussi en vitesse, je dirais un petit peu vitesse accélérée, qui a permis effectivement de suivre l'avancée des travaux très régulièrement avec donc une vision dans un premier temps d'appropriation par ce COPIL, par les professionnels des nouvelles méthodes, du nouveau référentiel. Et puis, donc, cet audit à blanc, où là, tout le monde a joué le jeu. On avait peur que les professionnels nous disent non, on ne peut pas, l'activité Covid est trop présente. Et finalement, bien sûr, on s'est adapté à certaines situations, mais globalement, tout le monde a joué le jeu. Et je tiens à souligner également les équipes médicales qui loin de la démarche. Là, notamment sur les patients traceurs, ils ont trouvé effectivement du sens, puisque c'était vraiment parler de leur pratique et parler du patient. Donc ça, c'est quelque chose qui leur parle et ils nous l'ont renvoyé comme étant très positif. Et puis sur la démarche du parcours traceur, j'en profite pour le souligner pour ceux qui n'ont peut-être pas encore expérimenté ce nouvel outil. Alors, il y a une phase d'appropriation de la méthode pour laquelle nous, on a un petit peu tâtonné au départ, qui peut sembler effectivement chronophage parce qu'elle prend du temps, puisqu'il faut compter à peu près 3 heures pour le parcours traceur. Par contre, en termes de retour sur ce temps consacré, sur ces parcours, les professionnels ont tous été unanimes pour dire que c'était vraiment un outil qui permettait vraiment d'améliorer les pratiques et de travailler en équipe. Et travailler en équipe vraiment pluridisciplinaire, puisque voilà, on met autour de la table et les urgences, et le bloc opératoire, et un service de prise en charge, et de parler à froid, non pas de problèmes, mais de parcours qui peuvent bien se passer. Alors qu'aujourd'hui, quand on les met autour de la table, c'est généralement quand on a eu un événement indésirable, quelque chose de problématique. Donc il y a parfois un petit peu de tension. Et là, on était dans quelque chose de positif, où les professionnels pouvaient entendre les contraintes des uns et des autres et ensemble essayer d'améliorer et fluidifier leur organisation. Donc le parcours a été très très apprécié, en tout cas en préparation par les professionnels. Céline, en ce qui concerne donc par rapport à toute cette préparation importante, cette préparation et cette effectivement dans une période qui était pas forcément simple et pour autant vous avez effectivement accepté de démarrer. Comment a été ensuite, par rapport à cette préparation, vécue la visite proprement dite par les représentants des usagers et par les professionnels? Est-ce qu'ils ont été surpris? Est-ce que ça correspondait à leurs attentes? Comment ils l'ont perçu? Parce qu'il y avait souvent dans les itérations précédentes un décalage entre ce qu'ils imaginaient et puis la réalité. Donc, Alors, un retour très positif des équipes qui se sont senties considérées, puisqu'il y a vraiment, sur cette nouvelle démarche, c'est vraiment aux professionnels que les experts visiteurs vont parler. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié, qui a été très apprécié des professionnels chez nous, qui veut dire aussi une forte mobilisation des professionnels sur ces, on va dire presque 4 jours. Enfin, voilà, pour nous, ça a été ces 5 jours de visite, mais c'est 4 jours en fait d'investigation. Donc 4 jours sur 5 sites, c'est énormément d'experts visiteurs présents en même temps. Et donc c'est des services, voilà, énormément de services mobilisés sur ces 4 jours. Mais du coup, on leur parle de leur travail, de leur quotidien, et c'est à eux qu'on parle. Et donc ça a été extrêmement apprécié. Pour les usagers, alors les représentants d'usagers étaient déjà préalablement dans les autres itérations voilà, en tout cas sollicités pour faire part de l'organisation, de comment ils participaient à la gouvernance.
Là, il y a effectivement l'échelon avec la multiplication des patients traceurs, où c'est le patient lui-même en fait qui est interrogé, et on le ressent bien après dans les scores quand ils arrivent. Cette nouvelle façon d'évaluer les établissements donne beaucoup plus de poids au ressenti des patients qui sont pris en charge le jour de la vie, enfin, pendant la visite. Pour un établissement comme le nôtre, ça a été 40 patients traceurs. Donc c'est 40 retours de patients qui permettent effectivement vraiment, je pense, de donner effectivement une place à leur avis sur leur prise en charge. Et concernant la restitution, est-ce que il y a par rapport aux itérations précédentes, est-ce que tu peux témoigner un petit peu de la façon dont ça s'est passé? Alors, on n'a pas eu trop de chance, nous, sur la restitution, parce que lors de la restitution, nous n'avons pas pu avoir connaissance des fiches d'anomalie. Donc, la restitution, pour les professionnels, a été un petit peu… tout le monde en est ressorti en me disant « Madame Biche, ça veut dire quoi ?» Parce qu'on présente effectivement des scores. Ils ont entendu ce que vous avez présenté tout à l'heure avec cette notion de plus de 50%, c'est bien. Donc, nous, on était aux alentours de… la décision, pour tout le monde, la décision concernant notre établissement n'a pas été prise. Donc, pour nous, on est encore en suspense jusqu'à, je crois, encore quelques mois par rapport aux décisions qui seront prises. Mais les scores montraient effectivement plus de 80 à 90% de conformité. Donc, tout le monde me disait… Madame Biche, c'est bon, c'est bon. Et je disais, je ne sais pas. Donc, est-ce que vous avez été surpris par effectivement ce qui a été remonté par les experts visiteurs sur les améliorations proposées et sur les points positifs qui ont été soulignés? Sur les axes d'amélioration que nous avons eus par la suite, il y a un vrai sujet, me semble-t-il, sur lequel on n'est pas surpris et qui concernera, je pense, beaucoup d'établissements, c'est sur l'appropriation de la démarche qualité sur le terrain. Cette nouvelle méthode est redoutable en ce sens, c'est que on n'est plus sur un système effectivement d'une gouvernance qui met en place une démarche qualité, mais bien comment cette démarche qualité est connue et utilisée par les professionnels dans leur quotidien pour la prise en charge des patients. Donc, sur ce point-là, nous l'avions identifié comme étant effectivement un vrai sujet, mais qui est, j'irais, dans la mouvance. C'est la HAS le dit, mais c'est également ce qu'on entend avec le Ségur ou autre, c'est ce management participatif. Tout ça contribue au fait de dire, effectivement, il faut davantage, effectivement, arriver à trouver des moyens de communiquer, de travailler avec les professionnels, qu'ils s'approprient les sujets de dynamique sur le terrain. Merci Céline. Merci beaucoup, et puis encore une fois, merci à toi et à toute l'équipe du CHU qui a été volontaire et qui a accepté de faire cette visite pilote. Ça a été aussi des enseignements pour nous et sur certains éléments, effectivement, ça nous a permis pour le mois de septembre de faire des petits ajustements, j'en parlerai tout à l'heure. Merci Céline. Je vais passer la parole à Madame Cagnelli pour également qu'elle puisse nous témoigner bien de son expérience sur la visite pilote qui a eu lieu dans son établissement. Et Madame Cagnelli, si vous pouvez effectivement nous expliquer un petit peu comment vous avez préparé cette visite et comment elle a été vécue par les professionnels et les représentants des usagers. Merci. Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Camille Carnini, je suis directrice d'un établissement de santé en Gironde. Je suis avec Florence Muret qui est adjointe de direction soins, qui m'a largement accompagnée sur la préparation de cette visite. Donc, nous, on est un établissement beaucoup plus petit que le CHU de Poitiers. Donc, je pense que c'est aussi intéressant qu'on puisse avoir deux témoignages. Parce que malgré les différences de taille, je me suis retrouvée dans beaucoup de propos qui ont été évoqués juste avant.
Donc nous, sur la préparation de la visite, on a choisi de faire une préparation un peu à tous les niveaux. C'est-à-dire, on est multi-sites également, on a 3 sites de soins, donc on avait choisi de faire à la fois des préparations décentralisées sur l'ensemble des unités et aussi des préparations centralisées au niveau d'une commission qualité et sécurité des soins. Et également, en termes d'appropriation et de travail avec les usagers, on avait pas mal travaillé avec la commission des usagers et les usagers directement, puisqu'on a une petite particularité à Montalier, c'est qu'on a un collectif des usagers installé depuis 10 ans avec une participation directe au projet de l'établissement. Donc finalement, c'était plutôt une chance d'avoir déjà des interlocuteurs habitués à être associés au projet de l'établissement. Sur la préparation concrète, on a beaucoup utilisé les grilles. Voilà, ceux qui sont en préparation, je pense que c'est des outils que vous connaissez bien. Présentes dans Calista et qui ont le mérite de pouvoir cibler et la population et la méthode. Donc, on a beaucoup utilisé les grilles. On a essayé de croiser avec les éléments d'évaluation qui étaient présents dans le référentiel. Mais c'est vrai que pour les équipes, il nous a semblé que les grilles étaient plus parlantes. Ensuite, on a fait également une visite à blanc 1 mois avant la visite. Les professionnels étaient très inquiets de ce moment. Donc, ça a permis aussi peut-être de rassurer, puisque finalement, la visite à blanc, elle a presque été pire que la visite. Donc, c'était une façon aussi de dresser ce tableau-là. Sur la préparation, je dirais que l'idée, et quand on parlait aussi de continuité de la démarche, l'idée, c'était de reprendre un peu une vie quotidienne après des mois Covid un peu éprouvants pour nos établissements et puis pour les équipes. Et du coup, ça a permis de remettre un peu de sens avec une qualité qu'on n'avait pas oubliée, mais qui était quand même pas la priorité pendant plusieurs mois. Donc, nous, ça a été porteur de sens. Et je me souviens au mois de décembre, quand on a répondu positivement à la HAS, il y avait vraiment, stratégiquement aussi, de pouvoir revenir sur des éléments à construire et hors Covid, et ça, c'était vraiment très positif, et s'il fallait le refaire, je le referai. Merci. Et pendant la visite, comment, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire comment les professionnels, les représentants des usagers, vous dites qu'effectivement la visite à blanc était pire que la visite, mais comment ça a été perçu cette visite? Alors la visite, j'ai envie de dire que pour la plupart des points, je pense que voilà, on a vraiment rempli, la HAS a vraiment rempli ses objectifs, dans le sens où les soignants se sont sentis proches des experts visiteurs, dans les préoccupations, dans le langage. Je trouve qu'il y a vraiment eu aussi beaucoup d'efforts faits au niveau de l'appropriation des mots du quotidien des soignants. On est vraiment au cœur du projet de soins, du parcours de soins, la multiplication des patients traceurs, la méthode parcours. Donc voilà, c'était très positif de ce point de vue-là. Moi, ce que j'ai trouvé de ma place en termes aussi de management, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était aussi de voir les points positifs. Longtemps, moi j'ai vécu les 2 itérations précédentes, longtemps on a insisté beaucoup sur ce qui n'était pas acquis, ce qui était à améliorer. Mais là, voilà, j'ai trouvé aussi que c'était porteur de sens de pouvoir dire aussi ce qui était bien et ce qui était même encore mieux que ce qu'on devait faire avec les pratiques avancées. Et finalement, je trouve que la visite, elle reflétait vraiment nos préoccupations et nos questionnements. Je vous donne un exemple qui pour nous était parlant. On a un problème de locaux en termes de sanitaire, de nombre de douches pour les patients, dont on parle souvent avec les équipes. Et les experts visiteurs m'ont pointé directement lors de la visite. Donc, je trouve que ça vient faire sens aussi avec nos préoccupations quotidiennes et hors qualité. Après, sur l'organisation, pourtant on est un petit établissement, on avait 3 jours de visite, mais finalement 2 jours, si on enlève tous les temps de préparation. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très rapide et que parfois on sentait que les experts visiteurs ne pouvaient pas fouiller les sujets et les équipes étaient parfois un peu frustrées de ne pas pouvoir aller au bout de ce qu'elles avaient envie d'explorer. Mais bon, voilà, après, ça fait partie aussi de peut-être des enseignements à tirer, je ne sais pas.
Oui, absolument. L'autre point par rapport à la visite et notamment l'organisation, c'est qu'il nous a semblé par contre très mobilisateur de temps, un peu au dernier moment, difficile à anticiper. Je pense par exemple aux patients traceurs qui sont connus le matin même pour les organiser dans la journée. C'est vrai que nous, on a été un peu en difficulté dans des usagers en santé mentale où on avait travaillé sur le calendrier, mais où il faut quand même un temps de préparation. On a été quand même un peu mis en difficulté pour mettre les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Merci beaucoup. Et dans la suite, comment vous avez, vous qui avez cette expérience de plusieurs itérations, dans le post-visite auprès des équipes, quel est votre, parce que de temps en temps, on sait que les précédentes visites, après la visite, on refermait les cartons et on les remontait au grenier très très vite. Je caricature bien évidemment. Et que c'était pas forcément facile pour les équipes qualité de poursuivre. Est-ce que là, quel est votre sentiment, vous qui avez eu votre visite il y a maintenant plusieurs semaines, sur ce suivi? Alors clairement, c'est la première fois où on n'a pas eu envie de mettre les cartons et de refermer le couvercle. Alors on a eu plutôt un bon résultat de certification. Voilà, on attend la validation de la commission de l'HAS, mais globalement, on n'a pas eu de fiche d'anomalie et on est dans les très bons taux de satisfaction. Mais du coup, tellement ça a été parlant par rapport à ce qui était indiqué, je pense notamment aux actions d'amélioration, qu'on a tous eu envie de continuer à travailler dans ce sens, sans urgence, mais vraiment à la réflexion, en se disant que c'était, notamment sur les pratiques avancées, on avait pas mal de pratiques avancées de valider, mais il nous en restait quelques-unes. Je pense par exemple à la conciliation médicamenteuse. On a eu envie notamment d'asseoir ce qu'on faisait déjà, mais même d'aller plus loin. Donc je dirais que ça va encore plus dans le sens de l'amélioration continue, avec moins le pic de visite qu'on pouvait connaître auparavant. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole et encore une fois, merci à vous aussi d'avoir accepté de faire partie de ces établissements volontaires et encore une fois, votre expérience nous est précieuse parce qu'on a fait quelques ajustements par rapport à cela et c'est des enseignements qui sont des témoignages importants pour les établissements qui écoutent cette conférence, mais qui ont été très importants pour nous également. Alors, Madame Romégou, rebonjour. J'aimerais vous donner tout à l'heure. Il y a eu une déconnexion juste au moment où vous alliez me passer la parole. Est-ce que vous avez entendu mes questions? Non, justement. J'aimerais que vous vous exprimiez sur la perception que vous avez eue, puisque vous avez eu cette expérience donc en tant qu'expert visiteur dans une visite d'établissement. Quelle est la perception que vous avez eue de ce nouveau déroulé de visite, de ces nouvelles méthodes d'évaluation, cette nouvelle approche pour faire votre évaluation? Et nous parler un petit peu des points d'évolution, comment vous percevez votre mission et cette mission qui a forcément évolué avec le référentiel. Merci. Oui, effectivement, le rôle d'expert visiteur, de toute façon, depuis le début, moi je suis expert depuis 2004, donc j'ai connu la V1, ça va rappeler de bons souvenirs à certains. Et c'est vrai que ça a été toujours un choix de la HAS que les experts visiteurs soient des professionnels de santé. Je pense que c'est quelque chose qui facilite énormément les échanges et du coup, ça permet d'avoir une approche, j'allais dire, plus humaine peut-être, bienveillante certainement, tout en étant, j'allais dire, le garant un petit peu des bonnes pratiques, hein, parce que quand on est dans un établissement de santé, on est missionné par la haute autorité de santé. Souvent, d'ailleurs, je le rappelle aux équipes qu'on rencontre, dès que la visite est terminée, le lundi, on rentre dans nos établissements respectifs et on est confronté aux mêmes questionnements, aux mêmes problématiques qu'on a partagées avec les équipes de terrain. Mais cette dimension, elle prend, je pense, toute son importance avec cette nouvelle certification, parce qu'effectivement, comme ça a été justement remonté par les expériences du coup des établissements qui l'ont manifesté tout à l'heure, on passe dans cette nouvelle certification, mais tout notre temps en fait dans les services auprès des équipes.
Et du coup, il y a vraiment des échanges vraiment qui sont de qualité, parce que les professionnels, on le sent, sont très contents, flattés d'avoir des interlocuteurs avec lesquels ils partagent des valeurs identiques, les mêmes terminologies, les mêmes problématiques. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement apprécié des professionnels. Et pour en revenir donc à l'expérience vécue au cours d'une visite récemment, c'est ce qui nous est remonté, c'est que les professionnels sont très satisfaits des nouvelles modalités de visite, où c'est quelque chose qui devient vraiment concret pour eux, dans le sens où on vient les voir sur place. Hein, c'est pas les gens qui se déplacent dans des salles de réunion, même si quelquefois ça a été mis en place, mais globalement on est présent sur le lieu de travail. Et je pense que c'est énormément apprécié des professionnels qu'on rencontre, avec lesquels on discute justement sur les critères du référentiel. Votre micro, Madame Chevrier. Merci. C'est vrai que par rapport à cette, nous avons mis en place un programme de formation pour les experts visiteurs particuliers, puisqu'on était en période Covid aussi. Donc, on a insisté pour maintenir une formation présentielle, effectivement pour aller un petit peu plus loin sur la formation sur la posture de l'expert visiteur. Dr Omegou était un expert qui était averti. Nous avons intégré aussi de nouveaux experts visiteurs. Nous tenons à cœur que ce soit des professionnels de santé qui soient des experts, et ils doivent connaître, ils doivent pouvoir être en capacité de s'adapter par rapport au niveau d'exigence. Je rappelle que le référentiel s'adresse à tous les établissements de santé. On a voulu limiter le nombre de critères, bien évidemment. Du coup, il faut les adapter. On ne s'adresse pas de la même façon à une personne âgée, à une personne en fin de vie, à un enfant. Et ça, c'est la qualité des experts que nous mobilisons par rapport à cela. Mais par rapport à leur pratique et par rapport à malgré leur bonne connaissance du référentiel, cette pratique d'auditeur et de posture d'auditeur, c'est vrai qu'on y attache une importance particulière, parce qu'ils ont une tâche qui n'est pas facile. Ils doivent non pas réagir par rapport à leur pratique, mais par rapport au référentiel. Et avoir cette bienveillance et cette approche par le terrain. Le terrain, c'est la vérité en règle générale. Et la vérité, parfois, il faut savoir la capter. Et pour ça, je pense que Mme Omegou, je ne sais pas si vous avez des éléments à rajouter par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un positionnement. La HAS a fait un petit peu évoluer cette posture. Oui, je rajouterais juste, sans vouloir enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment aucun jugement de valeur, quoi. C'est vraiment ce que les établissements doivent comprendre, mais du coup, ça se met en place très vite, hein. C'est-à-dire que les équipes qu'on rencontre comprennent très bien qu'on n'est pas là pour porter un jugement, mais pour mesurer, pour évaluer, et puis voire même avoir des discussions qui vont jusque de la pédagogie, hein. Souvent, les équipes sont contentes quand on peut quelquefois apporter des points de précision sur les motifs de tel ou tel attendu du référentiel. Et vraiment, cette expression entre gens du même métier je pense, est très facilitante dans la démarche. Merci beaucoup.